Une lettre tachée de sang et de sable arriva un matin qui promettait la mort. Le papier froissé contenait une invitation qui changerait deux vies pour toujours. Mais avant cela, il y aurait trahison, fusillade et un amour capable de transformer le désert le plus aride en jardin. Personne n'imaginait qu'une simple petite annonce pour un emploi dans une ferme isolée déclencherait les événements les plus dramatiques que le Far West ait jamais connus. À l'aube, quand le vent murmurait des promesses oubliées dans les dunes interminables, Claire Dubois serra la lettre contre sa poitrine et sentit le poids d'une décision qui pourrait la sauver ou la détruire. Le soleil levant peignait l'horizon d'un rouge sang, comme s'il anticipait les événements à venir. Elle avait fui Lyon 3 semaines auparavant, laissant derrière elle un passé qui la poursuivait comme les coyotes qui hurlaient dans les nuits froides du désert. Ses doigts tremblaient, non pas à cause du froid matinal, mais de l'incertitude de ce qu'elle trouverait au domaine de l'Espérance, propriété d'un certain Thomas Martin, veuf qui cherchait quelqu'un pour s'occuper de ses terres. L'annonce était brève, presque rude dans sa simplicité, mais pour Claire, elle représentait la seule chance de recommencer une vie marquée par les pertes et les désillusions. La diligence qui l'emmenait cahotait violemment sur les pistes poussiéreuses, chaque secousse un rappel qu'elle s'éloignait de plus en plus de la civilisation. Le cocher, un vieil homme à la barbe grisonnante et aux yeux qui avaient déjà trop vu, cracha du tabac par la fenêtre et marmonna quelque chose sur la folie d'une femme seule, acceptant un travail dans une ferme si isolée. Claire ne répondit pas. Ses yeux verts, de la couleur des eaux d'une oasis imaginaire, restaient fixés sur l'horizon où les montagnes se dressaient comme d'anciennes sentinelles. Le désert s'étendait à l'infini, une toile blanche où le destin écrirait son histoire avec de l'encre de sueur et de larmes. Quand elle aperçut enfin la ferme, son cœur se serra. La construction principale, une maison de bois battue par le temps et le soleil implacable, se dressait solitaire comme un navire abandonné dans une mer de sable. Les clôtures grinçaient sous le vent constant, produisant une mélodie mélancolique qui semblait faire écho à la solitude du lieu. Les chorales vides parlaient de temps meilleurs, quand le bétail paissait en abondance et que la vie pulsait sur ses terres. Maintenant, seul le silence et la poussière dominaient le paysage. Thomas Martin l'attendait sur la véranda. Une figure imposante qui semblait sculptée dans la même roche que les montagnes lointaines. Ses larges épaules étaient légèrement courbées, non par l'âge qui n'avait pas encore atteint ses 35 ans, mais par le poids invisible qu'il portait. Lorsque Claire descendit de la diligence, leurs yeux se rencontrèrent pour la première fois. Les siens étaient gris comme le ciel avant la tempête, de profonds puits de tristesse qui semblaient aspirer toute la lumière environnante. Pendant un moment éternel, ils se mesurèrent, deux étrangers unis par le hasard et la nécessité. La première parole qu'il prononça fut sèche comme le vent du désert. Juste son nom de famille, Martin, accompagné d'un hochement de tête presque imperceptible. Claire répondit avec la même économie, consciente que dans l'Ouest, les mots étaient une monnaie chère. Le cocher déchargea sa seule valise, un bagage usé qui contenait toutes ses affaires terrestres, et repartit laissant derrière lui un nuage de poussière qui mit du temps à se déposer. Ils restèrent là, immobiles, tandis que le soleil montait impitoyablement dans le ciel clair. La maison à l'intérieur racontait une histoire différente. Malgré l'abandon évident dans certaines zones, il y avait des signes que quelqu'un avait tenté de maintenir vivante la mémoire des temps meilleurs. Des rideaux brodés à la main pendaient aux fenêtres, délavés, mais toujours gracieux. Des photographies dans des cadres d'argent terni décoraient la cheminée éteinte. Sur l'une d'elles, Claire aperçut une femme au doux sourire à côté d'un Thomas plus jeune, ses yeux encore vifs d'espoir. Une petite enfant complétait le portrait de famille. Figé dans un moment de bonheur que le temps avait volé, Thomas expliqua ses obligations avec la même parcimonie de mots. S'occuper de la maison, préparer les repas, aider avec les quelques animaux restants. Le paiement était modeste mais juste, incluant le gîte et le couvert. Il y avait une chambre, au fond de la maison, simple mais propre, qui serait la sienne. Claire accepta sans hésiter. Elle n'avait nulle part où retourner, et quelque chose chez cet homme brisé éveillait en elle un instinct protecteur qu'elle croyait mort depuis longtemps.
Les premiers jours furent marqués par un silence épais comme de la mélasse. Thomas sortait avant l'aube pour s'occuper du peu de bétail restant et des chevaux dans l'étable. Claire découvrit rapidement que le garde-manger était presque vide, survivant avec le strict nécessaire. Haricots, farine, café amer et viande séchée composaient le menu quotidien. Elle commença à faire de petits milagres avec le peu qu'elle avait, ajoutant des herbes sauvages qu'elle trouvait autour de la maison, transformant des repas monotones en quelque chose qui pouvait presque être qualifié de réconfortant. Ce fut pendant la première tempête de sable que les barrières commencèrent à céder. Le vent hurlait comme 1000 démons, secouant la maison dans ses fondations. Claire avait connu des tempêtes à Lyon, mais rien ne l'avait préparée à la fureur aveugle de la nature dans le désert. Le sable s'infiltrait par chaque fente, couvrant tout d'une fine couche de poussière. Les animaux dans l'étable hennissaient nerveusement, et elle pouvait entendre Thomas lutter pour les calmer. Quand il entra finalement, il était couvert de sable de la tête aux pieds, ressemblant plus à une statue debout qu'à un homme. Claire avait déjà préparé de l'eau chaude et des linges propres, anticipant son besoin. Pour la première fois, elle vit quelque chose au-delà de la tristesse dans ses yeux. De la surprise peut-être, ou le début ténu de gratitude. Pendant qu'il se nettoyait en silence, elle remarqua le tremblement dans ses mains, l'épuisement qui allait au-delà du physique. Sans réfléchir, elle lui servit une tasse de café fort, ajoutant une cuillère de sucre qu'elle avait secrètement gardée pour les occasions spéciales. Cette nuit-là, tandis que la tempête faisait rage, dehors, Thomas parla plus que pendant tous les jours précédents réunis. Il raconta la sécheresse de l'année précédente qui avait décimé une grande partie du troupeau. Les voisins qui étaient au parti chercher des pâturages plus verts, comment le domaine de l'Espérance avait été le rêve de son père et ensuite le sien. Il ne mentionna pas sa femme ou sa fille, mais Claire pouvait sentir leur présence dans chaque pause, dans chaque regard perdu vers les photographies sur la cheminée. Une semaine se transforma en 2, puis en 1 mois. La routine s'établit comme les sentiers que le bétail traçait sur la terre sèche. Claire découvrit qu'elle avait du talent pour s'occuper des poules sauvages, que Thomas gardait dans un poulailler précaire. Les œufs frais qu'elle obtenait étaient un luxe qu'il avait oublié. Elle commença aussi à travailler dans un petit potager derrière la maison, luttant contre le sol ingrat pour faire pousser quelques légumes résistants. Chaque petite victoire contre l'aridité du désert était célébrée en silence, par un quasi-sourire de sa part ou un éclat de satisfaction supplémentaire dans les yeux d'elle. Les cow-boys qui venaient occasionnellement aider avec le bétail l'observaient avec une méfiance mal déguisée. Jacques Bernard, Samuel Thomas et le vieux Pierre formaient un trio qui représentait tout ce que l'Ouest avait de plus traditionnel et conservateur. Une femme donnant des ordres, même indirectement, était quelque chose qui heurtait leur concept, enraciné de la façon dont le monde devait fonctionner. Jacques, en particulier, avec sa moustache cirée et son air arrogant, tenait à ignorer ses suggestions sur la meilleure façon de stocker le foin ou sur les signes de maladie chez une des vaches. Ce fut Pierre, étonnamment, qui s'adoucit le premier. Par un après-midi particulièrement chaud, quand le soleil semblait déterminé à faire fondre même les pierres, Claire apporta des jarres d'eau fraîche avec du citron sauvage aux hommes qui travaillaient à réparer les clôtures. Pierre, avec ses 60 ans et son dos courbé par le travail, accepta avec une gratitude sincère. Plus tard, il lui confia que sa défunte épouse préparait la même boisson, et pendant un moment ses yeux rhumatismaux brillèrent de doux souvenirs. Le 2e mois apporta des changements subtils mais significatifs. Thomas commença à s'attarder un peu plus pendant les repas, risquant parfois même un commentaire sur le temps ou sur les plans pour le lendemain. Claire apprit à lire ses humeurs dans les petites choses, dans la façon dont il tenait sa tasse de café, dans l'angle de son chapeau quand il revenait du champ. Il portait toujours son deuil comme une seconde peau, mais occasionnellement elle apercevait l'homme qu'il avait été avant la tragédie. La découverte du jardin secret arriva par hasard, quand Claire poursuivait une poule fugueuse qui avait décidé d'explorer au-delà des limites habituelles. Derrière un tas de vieux bois et d'outils rouillés, partiellement cachés par une vigne sèche, il y avait un petit enclos. À l'intérieur, les restes d'un jardin élaboré racontaient leur propre histoire d'abandon. Des parterres surélevés,
maintenant envahi par les mauvaises herbes, montrait encore des traces d'une planification minutieuse. Au centre, un rosier luttait pour survivre, ses branches tordues portant des épines, mais aucune fleur. Quand Thomas la trouva là, agenouillée parmi les parterres morts, son visage se transforma. Le masque d'indifférence qu'il portait comme armure se fissura, révélant une douleur crue qui fit retenir sa respiration à Claire. Pendant un moment terrible, elle pensa qu'il allait crier, lui ordonner de partir, de ne plus jamais revenir à cet endroit. Au lieu de cela, il resta simplement là, regardant le jardin comme s'il voyait des fantômes danser parmi les plantes mortes. Sa voix, quand il parla finalement, était rude comme du papier de verre. Le jardin avait été celui de Marguerite, sa femme. Elle y passait des heures, cultivant des fleurs qui n'avaient aucune utilité pratique dans le désert hostile, mais qui apportaient couleur et vie à la ferme. Des roses, des marguerites sauvages, même quelques plants de lavande qu'elle avait apportés de l'Est. Après qu'elle soit morte de la fièvre, avec la petite Émilie, il n'avait plus pu y entrer. Le jardin était mort avec elle, un monument de plus à ce qu'il avait perdu. Claire ne dit rien. Les mots auraient été une insulte à cette douleur. Au lieu de cela, elle commença silencieusement à arracher les mauvaises herbes les plus agressives, ses mains travaillant avec soin pour ne pas déranger plus que nécessaire. Thomas resta à observer pendant de longues minutes avant de s'agenouiller à ses côtés. Ensemble, en silence, ils commencèrent à nettoyer le jardin. C'était un travail de deuil partagé. Chaque mauvaise herbe arrachait un petit pas vers quelque chose qu'aucun d'eux ne parvenait encore à nommer. Dans les jours qui suivirent, le jardin devint un projet silencieux entre eux. Claire trouva quelques graines encore viables dans le hangar et commença à planter. Thomas apporta de l'eau supplémentaire du puits, un luxe sur ces terres où chaque goutte était précieuse. Le rosier, après des soins patients, commença à montrer de timides signes de nouvelle vie. Ils ne parlaient pas de la signification de cela, mais tous deux comprenaient qu'ils cultivaient plus que des plantes. Ce fut par un de ces après-midi dans le jardin que le danger commença à se manifester. Claire remarqua d'abord les empreintes de cheval près de la clôture du fond, des marques qui n'appartenaient à aucun des animaux de la ferme. Quand elle les montra à Thomas, son visage se ferma sur une expression qu'elle n'avait pas encore vue. Il examina les empreintes attentivement, suivant la piste jusqu'où elles disparaissaient dans les collines. Cette nuit-là, il prit son fusil et le laissa à portée de main pendant le dîner. Les rumeurs concernant les voleurs de bétail avaient circulé ces dernières semaines. Pierre avait mentionné que le domaine des Bernards, à 15 miles au nord, avait perdu 20 têtes en une seule nuit. Samuel avait ajouté que les Robert avaient trouvé un de leurs meilleurs taureaux abattus et partiellement dépecé. Un gaspillage qui suggérait quelque chose au-delà du simple vol. Thomas avait écouté en silence, mais Claire avait remarqué la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts tambouraient sur la table. Le premier rapprochement réel entre eux eut lieu par un matin nuageux, rare dans ce coin de désert. Claire était sortie tôt pour vérifier une des poules qui semblait malade, quand son cheval, une jument douce appelée Douce, s'arrêta brusquement. L'animal souffla nerveusement, reculant malgré les commandes de Claire. C'est alors qu'elle vit le serpent à sonnette, enroulé sur le chemin, son grelot sonnant l'avertissement mortel. Douce se cabra, manquant de faire tomber Claire de la selle. Thomas apparut de nulle part, se déplaçant avec une vitesse qui contredisait sa taille. D'un mouvement fluide, il tira Claire de la selle tout en éloignant simultanément Douce du danger. Le serpent, dérangé mais non agressif, glissa loin, disparaissant entre les roches. Claire se retrouva pressée contre la poitrine de Thomas, son cœur battant la chamade non seulement par la frayeur. Pendant un moment infini, ils restèrent ainsi, respirant le même air, trop conscients de la proximité. Ce fut Thomas qui s'éloigna le premier, ses mains quittant les bras d'elle comme si elles brûlaient. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une douceur qui n'était pas là auparavant. Il vérifia si elle était blessée avec une délicatesse qui lui serra le cœur, ses doigts calleux étonnamment doux en examinant ses poignets et ses chevilles. Quand il fut certain qu'elle allait bien, il hocha simplement la tête et retourna au travail. Mais Claire remarqua qu'il resta à proximité le reste de la matinée, toujours à portée de vue. Cet après-midi-là,
Alors qu'elle préparait le dîner, Claire trouva quelque chose sur la table de la cuisine qui la fit s'arrêter. Une petite fleur du désert, de celles rares qui fleurissaient seulement après les rares pluies, était soigneusement placée dans un verre d'eau. Elle était d'un violet pâle, délicate comme du papier, ses pétales tremblants dans la brise qui entrait par la fenêtre. Il n'y avait pas de mots, mais elle savait. Quand Thomas entra pour dîner, elle portait la fleur épinglée dans ses cheveux. Il le remarqua, elle le vit par le rouge qui monta sur son cou bronzé, mais aucun des deux ne commenta. La nuit apporta une inquiétude que Claire ne parvenait pas à nommer. Les coyotes semblaient plus proches, leurs hurlements plus insistants. Même les chevaux dans l'étable étaient agités, tapant des sabots et hennissant bas. Thomas fit plusieurs rondes, vérifiant les périmètres de la propriété. Claire l'observait par la fenêtre de la cuisine, sa silhouette découpée contre le ciel étoilé, le fusil toujours présent dans ses mains. Vers minuit, les chiens commencèrent à aboyer furieusement. Thomas était déjà debout avant que Claire puisse traiter le son. Il se déplaça rapidement dans la maison, éteignant les lampes à huile, plongeant tout dans l'obscurité. Sa voix était basse mais urgente quand il lui ordonna de rester, loin des fenêtres. Claire obéit, mais prit le pistolet qu'elle avait remarqué dans le tiroir de la cuisine, vérifiant qu'il était chargé. De longues minutes s'écoulèrent dans un silence tendu. Puis, clair comme le tir d'un fusil, vint la voix de l'extérieur. Quelqu'un appelait Thomas par son nom, la voix traînante portant un ton de moquerie qui fit dresser les cheveux à Claire. Thomas resta silencieux, positionné stratégiquement là où il pouvait voir la façade de la maison sans être vu. La voix continua, mentionnant de vieilles dettes et des comptes à régler. Après un temps qui sembla éternel, le bruit de chevaux s'éloignant brisa le silence. Thomas attendit encore une demi-heure avant de rallumer une lampe à huile. Son visage, dans la lumière vacillante, était sculpté en lignes dures. Quand Claire demanda qui étaient ces hommes, il hésita avant de répondre. Jacques Richard et sa gang. Des hommes qu'il avait connus dans une autre vie, avant Marguerite, avant la ferme. Des hommes qui ne comprenaient pas que certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient être reconstruits. Dans les jours qui suivirent, la tension sur la ferme était palpable. Thomas s'éloignait rarement de la maison, et quand il le faisait, il insistait pour que Claire porte le pistolet. Il lui enseigna à tirer correctement, passant des après-midi à improviser une cible derrière l'étable. Claire était naturellement douée, sa main ferme et son œil juste surprenant les deux. Pendant ses leçons, la proximité forcée créait une conscience électrique entre eux. Chaque correction de posture, chaque ajustement de visée chargé de sens non dits. Une nuit, après un dîner particulièrement silencieux, Thomas surprit Claire en tirant une petite boîte en bois d'une haute armoire. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu doux, il y avait un peigne en bois. Il l'avait sculpté ces dernières semaines, travaillant pendant ses rares heures libres, transformant un morceau de cèdre en quelque chose de délicat et beau. Le dessin était simple mais élégant, de petites fleurs sculptées le long du dessus. Claire tint le cadeau comme s'il était fait d'or, pas de bois. C'était la première chose belle que quelqu'un lui donnait depuis des années. Quand elle leva les yeux pour remercier, les mots moururent dans sa gorge. Thomas la regardait, avec une intensité qui lui coupait le souffle. Pendant un moment, le monde se réduisit à cette cuisine éclairée par une lampe à huile, aux deux êtres solitaires qui avaient trouvé l'un chez l'autre quelque chose d'inattendu. Elle se leva lentement, le peigne toujours dans ses mains. Elle fit un pas vers lui, puis un autre. Thomas resta immobile, mais elle pouvait voir la bataille dans ses yeux, le désir luttant contre la peur, le besoin contre la culpabilité. Quand elle fut assez près pour sentir la chaleur qui émanait de lui, elle tendit la main et toucha doucement son visage. La barbe de 3 jours piquait sa paume, mais elle ne recula pas. Ce fut Thomas qui brisa le moment, capturant sa main dans la sienne, mais l'éloignant doucement. Il ne pouvait pas encore, le fantôme de Marguerite trop présent, trop réel. Claire comprit, reculant sans ressentiment. Certaines blessures avaient besoin de plus de temps pour cicatriser. Elle attacha ses cheveux avec le nouveau peigne, un geste qui lui arracha un quasi-sourire, et ils retournèrent à la routine prudente de proximité et de distance qu'ils avaient établie. L'attaque vint un matin de dimanche, quand la garde était plus basse.
Claire avait convaincu Thomas de l'accompagner pour une promenade jusqu'au ruisseau asséché, où elle trouvait parfois des herbes médicinales. C'était un beau matin, le genre rare où le désert montrait son côté le plus doux. Des aigles planaient paresseusement dans le ciel bleu sans nuages, et même le vent avait diminué pour une agréable brise. Ils revenaient, discutant de la possibilité d'agrandir le jardin quand ils virent la fumée. Fine d'abord, puis plus épaisse, montant de la direction de la ferme. Thomas laissa tomber le panier d'herbes et courut. Claire juste derrière malgré ses cris de rester en arrière. Ce qu'ils trouvèrent leur glaça le sang dans les veines. Le poulailler était tendu. Flamme. Les pauvres oiseaux criant de panique. 3 hommes à cheval riaient tandis qu'un autre lançait une torche allumée vers l'étable. Jacques Richard, reconnaissable à son chapeau noir et à la cicatrice qui lui coupait la joue gauche, supervisait la destruction avec une satisfaction cruelle. Quand il vit Thomas s'approcher, son sourire s'élargit. La confrontation fut rapide et brutale. Thomas tira le premier, atteignant l'homme avec la torche avant qu'il ne puisse incendier l'étable. Les chevaux à l'intérieur hennissaient terrorisés, frappant contre les portes. Claire courut pour les libérer pendant que Thomas affrontait les autres. Des coups de feu résonnaient dans la vallée, chacun faisant bondir son cœur. Elle lutta avec les verrous, ses mains tremblant, réussissant finalement à ouvrir les portes et à laisser les animaux s'échapper. Quand elle se retourna, elle vit Thomas par terre, du sang tachant sa chemise. Richard se tenait au-dessus d'eux, lui, arme pointée, savourant le moment. Sans réfléchir, Claire sortit le pistolet qu'elle portait et tira. Des années de pratique à chasser avec son père en Auvergne, une compétence qu'elle avait cachée à tous dans sa nouvelle vie, guidèrent sa main. La balle atteignit Richard à l'épaule, le faisant chanceler en arrière. Le bruit de chevaux s'approchant brisa l'impasse. Pierre, Jacques et Samuel apparurent à l'horizon, accompagnés d'une demi-douzaine d'autres éleveurs. La fumée avait été vue de loin, et la communauté avait répondu. Richard et ses hommes restant en infériorité numérique et avec leur chef blessé, battirent en retraite, promettant vengeance en fuyant. Claire tomba à genoux aux côtés de Thomas, déchirant sa propre jupe pour faire des bandages. La blessure était à l'épaule, saignant abondamment mais pas fatale si traitée rapidement. Pendant qu'elle travaillait, des larmes coulaient sur son visage, des larmes qu'elle n'avait pas versées depuis des années. Thomas, malgré la douleur, leva sa bonne main pour toucher son visage, essuyant les larmes avec son pouce. Jacques, Bernard fut celui qui la surprit, offrant de l'aide pour porter Thomas à l'intérieur, et ensuite chevauchant furieusement pour chercher le médecin de la ville la plus proche. La crise avait brisé quelque chose dans sa résistance envers elle. Pendant qu'ils attendaient le médecin, Claire resta aux côtés de Thomas, tenant sa main, murmurant des mots de réconfort et des prières à moitié oubliées. Ce fut pendant cette longue nuit, tandis que la fièvre luttait pour prendre le dessus et que le médecin travaillait pour extraire la balle, que Thomas délira. Il appela Marguerite, demanda pardon de ne pas l'avoir sauvée, elle et Émilie. Il parla de l'épidémie de fièvre qui les avait emportés pendant qu'il était en ville pour acheter des provisions. La culpabilité qu'il portait de ne pas avoir été là, d'avoir survécu quand elle non. Claire écouta tout, son cœur se brisant pour cet homme qui portait tant de poids seul. Quand la fièvre se brisa finalement le 3e jour, Thomas se réveilla pour trouver Claire toujours à ses côtés. Elle avait passé chaque heure à prendre soin de lui, changeant les compresses froides, forçant du bouillon entre ses lèvres, veillant comme un ange gardien déterminé. Il l'observa pendant de longs moments, avant qu'elle ne réalise qu'il était réveillé, mémorisant les lignes de fatigue sur son visage, la façon dont le soleil du matin dorait ses cheveux ébouriffés. La conversation qui suivit fut douloureuse, mais nécessaire. Thomas parla de Marguerite et Émilie correctement pour la première fois, ne les mentionnant pas seulement en passant. Il raconta comment ils s'étaient rencontrés, le mariage dans la petite église de Toulouse, la naissance difficile d'Émilie qui manqua de les emporter toutes les deux. Il parla des plans qu'ils avaient, des rêves d'agrandir la ferme, de construire, un héritage à transmettre. Comment tout s'était réduit en cendres en seulement 3 jours de fièvre dévastatrice. Claire partagea sa propre histoire. Les fiançailles rompues quand elle découvrit que l'homme qu'elle aimait était impliqué avec des criminels à Lyon. Les menaces quand elle refusa de se taire.
La fuite au milieu de la nuit avec seulement ce qu'elle pouvait emporter. Des mois de fuite, toujours regardant par-dessus son épaule, jusqu'à voir l'annonce de Thomas dans un vieux journal. Comment quelque chose dans ces mots simples lui avait parlé, promettant un refuge dont elle avait désespérément besoin. Le rétablissement de Thomas fut lent, mais constant. La communauté, galvanisée par l'attaque, organisa des patrouilles pour protéger les fermes. Jacques Bernard, dans un revirement complet de son attitude antérieure, devint un des défenseurs les plus fervents de Claire, racontant à tous comment elle avait sauvé Thomas et aidé à défendre la propriété. Le respect qu'il avait résisté à lui donner fut gagné dans le feu et le sang. Pendant les semaines de convalescence, quelque chose de fondamental changea entre Thomas et Claire. Les barrières qu'il avait érigées si soigneusement commencèrent à s'effondrer. Il commença à sourire davantage, même à rire quand elle racontait des histoires sur ses mésaventures en essayant de traire la vache la plus capricieuse. Le soir, ils s'asseyaient ensemble sur la véranda, observant les étoiles et parlant de tout et de rien. Le jardin de Marguerite fleurit sous les soins de Claire. Le rosier, en particulier, répondit comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Les premiers boutons apparurent un matin de printemps, de petits points de promesse qui firent s'arrêter Thomas sur son chemin. Il resta là de longues minutes, observant, et Claire vit le moment exact où quelque chose en lui se relâcha enfin. Ce n'était ni oubli ni trahison à la mémoire de Marguerite, mais l'acceptation que la vie continuait, que l'amour pouvait fleurir à nouveau même sur le sol le plus improbable. La deuxième grande crise vint d'une direction inattendue. Un avocat de la ville arriva par un après-midi chaud, apportant des papiers et de mauvaises nouvelles. Apparemment, il y avait une dispute sur les droits miniers de la terre. Une compagnie de l'Est, ayant découvert des gisements de cuivre dans les collines voisines, prétendait que les droits avaient été vendus des années auparavant par le père de Thomas. Les documents étaient suspects, mais la compagnie avait de l'argent pour une longue bataille légale. Claire trouva Thomas dans l'étable cette nuit-là, assis sur le foin, la tête entre les mains. La possibilité de perdre la ferme, le dernier lien avec sa famille, avec Marguerite et Émilie, était dévastatrice. Elle s'assit à ses côtés en silence, offrant du réconfort par sa présence. C'est alors que Thomas fit quelque chose qui la surprit. Il s'inclina contre elle, posant sa tête sur son épaule, s'accordant un moment de vulnérabilité qu'il n'avait jamais montré auparavant. La solution vint d'une source improbable. Pierre, le vieux cow-boy, se souvint que le père de Thomas avait été méticuleux avec la documentation. Il suggéra de vérifier le vieux coffre-fort dans le grenier, un endroit que Thomas avait évité depuis qu'il avait repris la ferme. Ensemble, lui et Claire montèrent les escaliers poussiéreux et ouvrirent le coffre-fort oublié. À l'intérieur, parmi d'autres papiers, se trouvait la preuve dont ils avaient besoin. Les droits miniers n'avaient jamais été vendus. Et il y avait des documents montrant que la signature sur les papiers de la compagnie était une falsification. La victoire légale qui s'ensuivit fut douce, mais ce qui importa vraiment fut ce qui arriva après. Thomas, dynamisé par la lutte et la perspective d'un futur, commença à faire des plans à nouveau. Il parla d'agrandir le troupeau, de forer un nouveau puits, de construire une annexe à la maison. Quand Claire commenta que c'était des plans ambitieux pour un homme seul, il la regarda avec une intensité qui fit accélérer son cœur et dit simplement qu'il ne prévoyait plus d'être seul. La déclaration resta entre eux pendant des jours, non dite mais présente dans chaque regard, chaque contact accidentel. Claire attendit, sachant que Thomas devait être celui qui ferait le prochain pas. Il vint par une nuit d'orage, quand les éclairs dansaient à l'horizon et que l'air était chargé d'électricité. Elle fermait les fenêtres contre la pluie, qui approchait quand il apparut derrière elle. Les mots qu'il dit furent simples, directs comme tout chez lui. Qu'il l'aimait, qu'il n'espérait pas remplacer Marguerite dans son cœur, mais espérait faire sa propre place à ses côtés. Qu'il voulait construire un futur avec Claire, si elle le voulait bien. La réponse d'elle fut encore plus simple. Juste oui, dit contre ses lèvres quand finalement ils s'embrassèrent. La pluie arriva avec force, lavant la terre assoiffée, remplissant les ruisseaux asséchés, apportant une nouvelle vie au désert. Ils restèrent là sur la véranda, observant la transformation, mains entrelacées. Le baiser avait scellé plus qu'une promesse,
il avait été la fermeture d'un chapitre et l'ouverture d'un autre. Dans les mois qui suivirent, le domaine de l'espérance fut à la hauteur de son nom, avec la menace de Richard neutralisée par les autorités après des preuves de ses crimes dans d'autres fermes et les droits de la terre assurés. Thomas et Claire travaillèrent ensemble pour reconstruire. Le troupeau grandit, le jardin fleurit et la maison résonna à nouveau de rire. Le mariage fut simple, célébré dans le jardin qu'ils avaient restauré ensemble. Pierre fut le témoin, souriant fièrement comme un père. Jacques, Samuel et les autres cow-boys formèrent une garde d'honneur improvisée. La communauté entière fut présente, témoignant de l'union de deux âmes qui avaient trouvé l'une chez l'autre la guérison pour des blessures qu'elles croyaient incurables. Le rosier de Marguerite fleurit particulièrement beau ce jour-là, comme s'il donnait sa bénédiction. Claire porta une des fleurs dans ses cheveux, attachée avec le peigne que Thomas avait sculpté. Quand ils échangèrent leurs vœux sous le vaste ciel de l'Occitanie, promettant d'affronter ensemble tout ce que l'avenir apporterait, le désert environnant semblait moins hostile, moins vide. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce premier matin où Claire était descendue de la diligence, une étrangère en quête de refuge. Maintenant, alors qu'elle se tenait sur la même véranda où Thomas l'avait accueillie avec silence et méfiance, elle reconnaissait à peine l'endroit. Ou plutôt, elle reconnaissait parfaitement, mais maintenant, elle le voyait avec des yeux différents. Ce n'était plus une ferme mourant de solitude, mais un foyer vibrant de possibilités. Thomas la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. Ensemble, ils observèrent le soleil se coucher sur les plaines, peignant le ciel de tons de rose et d'or. Quelque part au loin, un coyote hurla, mais le son ne semblait plus menaçant, juste une partie de la symphonie du désert. La terre qui semblait autrefois aride et implacable, montrait maintenant sa beauté austère, sa capacité à nourrir la vie même dans les conditions les plus difficiles. Claire pensa à tout ce qu'ils avaient surmonté, la méfiance initiale, les barrières érigées par la douleur, les dangers externes qui avaient menacé de détruire le peu qu'ils avaient. Chaque défi avait été une épreuve, chaque moment de vulnérabilité partageait une brique dans les fondations de ce qu'ils construisaient ensemble. L'amour, découvrirent-ils, n'était pas seulement fait de grands gestes dramatiques, mais des petits moments quotidiens de soins et de compréhension. Thomas serra doucement son épaule, la ramenant au présent. Il avait tellement changé en « c'est moi ». Les lignes de douleur étaient toujours là, gravées sur son visage par le soleil et la perte. Mais maintenant, elles étaient adoucies par des lignes de rire. Ses yeux, autrefois des puits vides de tristesse, brillaient d'un but renouvelé. Il portait toujours Marguerite et Émilie dans son cœur. Il les porterait toujours. Mais il y avait de la place maintenant pour une nouvelle joie, un nouvel amour. Le jardin derrière eux murmurait avec la brise de l'après-midi. Les plantes, qui avaient lutté pour survivre, fleurissaient maintenant, preuve vivante que même le sol le plus difficile pouvait être persuadé de donner vie avec patience et soin. C'était une métaphore qui n'échappait à aucun des deux. Ils avaient été comme ce jardin, desséchés par la perte et la solitude, n'ayant besoin que de la bonne personne pour les aider à refleurir. Une nouvelle saison de plantation approchait, et avec elle venaient des plans et des rêves. Thomas parlait d'ajouter plus de chambres à la maison, peut-être pour accueillir une famille grandissante à l'avenir. Claire avait commencé à correspondre avec des fournisseurs de l'Est, explorant la possibilité de cultiver des cultures plus variées maintenant qu'ils avaient de l'eau fiable du nouveau puits. La ferme ne serait plus seulement survie, mais prospérité. Les voisins étaient devenus de vrais amis. La crise avec Richard forgeant des liens que l'isolement précédent avait empêchés. Des dîners partagés, une aide mutuelle pendant les récoltes, des célébrations communautaires étaient devenus partie du rythme de leur vie. Claire avait trouvé non seulement un mari et un foyer, mais une communauté entière qui l'avait acceptée comme l'une des leurs. Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel s'obscurcissant, Claire s'accorda un moment de gratitude profonde, pour le courage de répondre à cette annonce tant de mois auparavant, pour l'entêtement qu'il avait maintenu là quand tout semblait hostile et impossible, pour la patience d'attendre que Thomas soit prêt à aimer à nouveau, pour les petites miséricordes et les grands milagres qui avaient pavé le chemin jusqu'à ce moment. Thomas se tourna vers elle,
ses yeux reflétant les mêmes étoiles qui commençaient à parsemer le ciel. Sans mots, parce que certaines choses transcendaient le langage, il l'attira plus près. Ils restèrent là tandis que la nuit tombait complètement sur le désert. Deux cœurs qui avaient appris à battre comme un seul, deux âmes qui avaient trouvé un foyer l'une chez l'autre. Le contrat original avait été simple, pratique. Une femme pour s'occuper d'une ferme. Un salaire modeste en échange de travail acharné. Mais la vie, Claire l'avait appris, suivait rarement les termes écrits sur le papier. Ce dont Thomas avait vraiment besoin, et ce qu'elle avait apporté, sans le savoir, était quelque chose d'infiniment plus précieux que des mains travailleuses. C'était l'espoir. C'était le courage de vivre à nouveau, d'aimer à nouveau, de croire que l'avenir pouvait être plus qu'une répétition douloureuse du passé. Et elle, qu'avait-elle trouvé dans cette ferme isolée, au milieu de nulle part? Plus que le refuge qu'elle cherchait. Elle avait trouvé un homme qui comprenait les cicatrices que la vie pouvait laisser, qui respectait sa force, tout en protégeant sa vulnérabilité. Elle avait trouvé un endroit où son passé ne la définissait pas, où elle pouvait construire quelque chose de nouveau et de durable. Elle avait trouvé l'amour, pas le genre tempétueux et dévorant de sa jeunesse, mais quelque chose de plus profond, de plus résilient, forgé dans le creuset des difficultés partagées. En entrant ensemble dans la maison qui était maintenant véritablement un foyer, Claire jeta un dernier regard sur l'horizon sombre. Quelque part là-bas, le désert restait vaste et sévère, indifférent aux drames humains qui se déroulaient dans son étendue. Mais ici, dans ce petit oasis qu'ils avaient créé avec sueur, larmes et amour, le désert avait été apprivoisé. Non conquis, car la nature ne pourrait jamais être vraiment conquise, mais persuadée de partager ses secrets, de permettre à la vie de fleurir. La porte se referma doucement derrière eux, clôturant le jour et commençant la nuit. Demain apporterait de nouveaux défis, sans aucun doute. Le désert était implacable dans ses exigences, et la vie à la frontière ne serait jamais facile. Mais cette nuit, alors qu'ils préparèrent le souper ensemble dans la cuisine chauffée, par la cuisinière, tandis qu'ils partageaient les petites intimités devenues précieuses, il y avait la paix, il y avait le contentement, il y avait l'amour. Le vieux dicton disait que le désert fleurissait seulement après la pluie. Claire et Thomas avaient découvert une vérité plus profonde. Parfois, le désert en nous fleurissait quand nous trouvions quelqu'un disposé à être notre pluie, à nourrir les endroits desséchés avec patience et soin. Ils avaient été cela l'un pour l'autre, et continueraient de l'être, tant que le soleil se lèverait sur les plaines poussiéreuses, et que le vent murmurerait de vieux secrets à travers la terre éternelle. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?